Aujourd'hui, on parle du harcèlement en vidéo et tu retrouveras tout l'article à l'écrit juste en dessous de la vidéo. Le harcèlement, on a dépassé le stade où on pensait que c'était juste des histoires d'enfants qu'ils doivent régler entre eux. Ça abîme l'estime de soi de l'enfant, ça abîme le système nerveux de l'enfant et ça abîme la dynamique au sein de l'école. Donc, dans cet article, on va clarifier ce qu'est vraiment le harcèlement scolaire, ce qu'il n'est pas et pourquoi les enfants neuroatypiques sont particulièrement concernés par le phénomène. Je me base sur l'approche de Emmanuel Piquet. Je vais aussi te donner des outils concrets pour les parents, pour être dans une posture de parent coach avec ton enfant. Alors, harcèlement scolaire, premièrement, de quoi on parle exactement ? On parle de harcèlement quand il y a des violences répétées, un déséquilibre de pouvoir et de position, de rapport de force entre les deux enfants ou les ados, ou un enfant, un ado, etc. Et quand il y a aussi une intention de nuire ou au minimum un plaisir à humilier ou à dominer. C'est pas deux enfants qui se chamaillent, des conflits qui se règlent, un désaccord qui se règle ensuite. C'est plutôt par exemple un enfant qui va se faire insulter, imiter, ridiculiser quotidiennement ou en tout cas régulièrement. Un ou une élève mise à l'écart, ignorée, avec personne qui va lui parler pendant des jours, des semaines. Des moqueries répétées, pourquoi pas sur son corps, son handicap, sa différence, sa famille, etc. Et ça peut être aussi en dehors de l'école, via un groupe WhatsApp par exemple, qui tourne en boucle, avec des insultes, des humiliations, mais aussi du chantage, du racket, etc. Donc la clé c'est pas une fois, c'est un scénario qui se répète. Ça veut pas dire que si ça arrive une fois, on ne fait rien. 2. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France ? Les dernières grandes enquêtes nationales, tu as les liens dans l'article, disent qu'en moyenne, plus d'un élève par classe est victime de harcèlement. 5% des écoliers, 6% des collégiens, 4% des lycéens seraient concernés par le harcèlement, particulièrement les filles pour le côté harcèlement psychologique, les rumeurs, les mises à l'écart, etc. Les garçons, plutôt par les bagarres et les violences physiques. C'est une généralité, ça peut tout à fait être autrement. Donc non, c'est pas un phénomène rare. D'ailleurs, on en parle vraiment de plus en plus dans les écoles, et dans les collèges, et dans les lycées. Donc, ça se passe partout, en banlieue, en école privée, en école publique, dans la campagne, dans les bus scolaires, et même en dehors, sur les groupes Insta, Snap, etc. Quand le système n'est pas là pour protéger nos enfants, on finit par des drames, comme l'affaire Evaël, qui est une enfant qui s'est suicidée à force d'avoir été harcelée, donc c'était en 2019. Je vous partage aujourd'hui tout ça pour justement ajouter un petit peu ma patte à la prévention, parce qu'aujourd'hui les institutions ne peuvent plus fermer les yeux. Et c'est aussi que les parents ont du pouvoir, les enseignants ont du pouvoir, les enfants ont du pouvoir. Il y a des blocages, il y a des peurs chez les parents. Moi, je le vois en coaching. J'ai peur d'être étiquetée comme la mère chiante. Et donc, j'ose pas dire que mon enfant subit des choses. J'ai peur parce que, voilà, comme je veux pas avoir cette étiquette, je minimise. Je peux le minimiser auprès de mon enfant aussi. Mais aussi des peurs qui viennent des ados ou des enfants. Si je parle, ça va faire pire. Je veux pas être la balance, je veux pas être la cafeteuse, je vais subir des représailles, donc je me tais. Pourquoi les enfants neuroatypiques sont des cibles parfaites ? Ça, c'est le numéro 3. Donc, si tu as un enfant, TDAH, TSA, etc., il coche malheureusement beaucoup de cases d'être à risque de vivre du harcèlement. C'est pas une fatalité. Et des enfants neurotypiques peuvent aussi le vivre. Mais les différences visibles, le décalage social, les malentendus, l'hyperréactivité émotionnelle, tout ça peut participer à ce que l'enfant subisse du harcèlement. Ce sont des enfants qui sont plus fatigables, qui ont des surcharges sensorielles beaucoup plus fréquentes, qui peuvent beaucoup plus, par exemple, ne pas comprendre le second degré et être moqués. Donc, c'est humain, on a peur de l'inconnu. Ce qui nous paraît non familier ou en dehors de notre zone de confort peut malheureusement amener à des moqueries. Face à tout ça, les réponses classiques qu'on donne aux enfants, ignore-les,
ignore-le, ne réponds pas, sois plus fort, etc., sont impossibles à appliquer pour certains enfants. Et même, c'est même délétère et je vais te donner après des conseils qui fonctionnent vraiment. Il faut savoir aussi que quand on est enfant, ado, le rejet du groupe déclenche un réflexe de peur, de danger. Ça déclenche l'amygdale, donc une partie du cerveau qui dit attention, danger de rejet. Attention, le rejet, c'est la mort. Donc, l'approche d'Emmanuel Piquet, elle est précieuse. Il y a d'un côté le harceleur, mais on se concentre surtout sur la personne qui se fait harceler ou qui pourrait être sélectionnée comme victime. On va inviter l'enfant à prendre son pouvoir et ne pas être sélectionné par l'agresseur comme victime. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut une victime. Ça, c'est le triangle de Karpman. Donc, le harceleur cherche une prise et un public. L'objectif, c'est de lui enlever la prise tout en exigeant la protection des adultes. Évidemment, tout n'est pas sur le dos de l'enfant qui se fait harceler et l'enfant qui est harceleur est aussi en souffrance. Donc finalement, c'est vraiment tout un système. L'idée, c'est de transmettre à l'enfant que ce n'est pas de ta faute si tu te fais embêter ou harceler, mais tu as du pouvoir. Rien de pire dans la vie que de se sentir impuissant et spectateur de ce qui nous arrive. Reprendre son pouvoir, c'est devenir acteur, et ça change tout. C'est pas être spectateur, mais acteur. Alors, Emmanuel Piquet, c'est une psychopraticienne fondatrice des centres de consultation spécialisés dans les souffrances scolaires, dont le harcèlement. Et elle s'est inspirée de la méthode de Palo Alto pour créer des méthodologies. Elle a écrit des livres, elle participe au sommet du harcèlement scolaire, etc. Il y a plusieurs livres, hein, tu verras les références dans l'article, à l'écrit, et tu as les liens pour pouvoir y accéder si tu le souhaites. Il y a même un livre qui est fait pour les enfants. Son parti pris est très clair. On n'aide pas un enfant harcelé en le surprotégeant, c'est ce qu'on appelle les parents hélicoptères, entre guillemets, ni en faisant tout à la place de l'enfant, mais on l'aide en lui rendant du pouvoir sur la scène, on le rend capable de se défendre, lui-même en fait, hein, mais tout en exigeant quand même la protection de l'institution. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant se débrouiller complètement, il s'agit plutôt de faire de la prévention. Elle travaille sur 2 axes. La scène relationnelle, ce qui se passe entre les enfants, ou l'adulte et l'enfant, ou les ados, etc. Et la posture de l'adulte, ça c'est numéro 2, parents, enseignants, toute l'institution. Donc c'est vraiment quelque chose de global et de stratégique. On va décortiquer le scénario, identifier la prise que le harceleur utilise sur sa victime. On co-construit des ripostes déstabilisantes. C'est comme un art martial, hein, c'est l'idée de l'aïkido verbal. On fait par exemple des jeux de rôle, qui sont des outils essentiels dans la parentalité, pour pouvoir s'entraîner. Au lieu de se dire que la situation ne va pas arriver, on s'entraîne à réagir au cas où ça arrive. Donc, l'aïkido verbal, c'est vraiment casser le scénario et pas casser l'autre, parce qu'on n'oublie pas que le harceleur, même si là on est en train de le mettre de côté, finalement le harceleur est aussi potentiellement une victime qui est en train de reproduire quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train d'essayer d'être méchant envers le harceleur, attention. Le cœur de cette méthode, c'est pas apprendre à ton enfant à répondre méchamment, par exemple. Ça ferait un effet d'escalade sans fin. Mais c'est apprendre à déjouer l'attaque. Je t'ai mis une petite vidéo de Matrice dans l'article. Néo, tu sais, qui évite les balles comme ça. On évite et on refuse le rôle de victime. La prise devient inefficace, un peu comme avec la pêche. On n'attrape pas, on mord pas l'hameçon. Donc, le harceleur va chercher une réaction de peur, de larmes, de colère, de justification, etc. Une forme d'attention. Un public pour se nourrir, pour nourrir entre guillemets son ego, ou en tout cas ce qu'il est en train de nourrir à travers cette stratégie. Je répète qu'il ne s'agit pas de diaboliser l'enfant harceleur qui vit aussi ses propres souffrances, mais pour autant, on ne doit pas nourrir en fait ce schéma qu'il est en train de créer. On parle ici, en se positionnant du côté de l'enfant qui pourrait devenir victime, et qui, en ne réagissant pas comme prévu par le harceleur, va casser le scénario.
Le harceleur perd alors une partie de son carburant, donc ce qui lui permettait de continuer cette stratégie de harcèlement. Alors, les stratégies que tu peux expliquer à ton enfant ou ado, c'est assumer ce qu'on lui reproche. Moi, par exemple, quand on me dit que je suis bizarre, j'aime bien dire « Ah ben, je te remercie parce que je mets beaucoup d'énergie à l'être, donc c'est chouette que tu l'aies remarqué. » Tous les enfants à tous les âges ne sont pas capables de dire quelque chose comme ça, mais ça peut être vraiment assumer qui on est. Et ça demande de s'entraîner avec ses parents notamment. Ou alors, on refuse. Non, tu t'es trompé de personne. Ou juste, et alors ? Et alors ? Voilà, ça ne m'atteint pas. Même si c'est pas tout à fait vrai. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut vraiment changer les choses parce que l'enfant n'est plus passif. L'idée, c'est que le harceleur, comme sa prise ne fonctionne plus, se lasse. Et soit change de cible, soit vraiment comme on casse le schéma et qu'il n'a plus de carburant, il peut aussi, lui, être pris en charge par des adultes. Justement, les adultes dans tout ça, donc ça c'est le numéro 6 de l'article. Tu peux très bien tomber sur une équipe pédagogique en or, formée, réactive. Il y a de plus en plus de référents harcèlement dans les écoles, les collèges, etc. Pas encore partout, mais c'est en train de se faire. Il y a des protocoles. L'idée, c'est que l'enfant qui est victime se sente enfin vu, entendu, reconnu, et des fois, c'est tellement bien fait par certains établissements, moi je l'ai vu, que les enfants qui étaient le harcelé et le harceleur deviennent même amis. Donc ça, c'est la situation idéale. Maintenant, on va pas se mentir, tu vas peut-être tomber dans des institutions ou dans des collèges, lycées, etc., qui sont dans le déni et qui n'ont encore rien mis en place. Voire même qui minimisent ou qui disent que ton enfant exagère. Donc, ou même une équipe enseignante qui ne réalise pas qu'elle fait partie du problème, avec des enseignants qui se moquent entre eux, voire qui se harcèlent et qui modélisent cette façon d'interagir. Donc toi, où est-ce que tu as du pouvoir d'action ? Déjà avec ton enfant. L'idée, c'est de pas de faire à sa place, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est de l'écouter sans minimiser tous ses ressentis, toutes ses émotions sont légitimes, de lui offrir une safe place. Ce que tu vis, c'est sérieux. Bravo et merci de m'en parler. On va traverser ça ensemble. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de comprendre. Il faut être curieux. Qui, quand, quoi, où, comment, à quelle fréquence. Poser des questions. Si ce sont des enfants qui sont petits, tu peux les faire dessiner, tu peux utiliser des cartes d'émotions, tu peux utiliser plein d'outils comme ça très visuels. Et ensuite l'aider à co-créer des réponses, notamment par des jeux de rôle, travailler sa posture, donc se redresser, respirer, pas de regard de chien battu, on appelle ça comme ça, un regard droit, la posture de confiance, on appelle ça la power posture, on regarde haut, et ça se travaille. Ça se travaille aussi en jeu de rôle. Et puis, valoriser ton enfant ou ton ado grâce à des activités, des endroits dans lesquels il se sent compétent. Donc ça, c'est important d'un côté, travailler son estime de soi et sa confiance en soi. La confiance en soi, elle s'acquiert en faisant des choses difficiles, soi-même. Je t'invite à t'inscrire chaque année au sommet du harcèlement scolaire. Tu apprendras toutes ces techniques et bien plus. Et aussi sur les livres d'Emmanuel Piquet. Deuxièmement, l'institution. En France, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place et on est vraiment au cœur de tout ce qui est mis en place pour le harcèlement. Le programme phare, prévention et prise en charge du harcèlement. Le numéro 3018, harcèlement et violence numérique. Puis des textes, il y a même une application pour les parents pour qu'ils puissent aller trouver des réponses sur le harcèlement. Il y a des référents harcèlement dans de plus en plus d'établissements. Et puis l'idée, ça va être de demander des rendez-vous formels. De rédiger un écrit qui récapitule les faits, donc pour qu'il y ait une trace écrite et que chacun puisse s'y retrouver. C'est aussi essentiel que toi, tu puisses travailler sur toi en tant que parent, si tu m'écoutes et que tu es parent, ou enseignant, si tu es enseignant. Tes blessures d'enfance, tes déclencheurs émotionnels, tes angoisses, le fait que tu te sentes encore une toute petite élève face aux enseignants, par exemple, tout ça va jouer dans la façon dont tu vas gérer la situation.
Si tu as peur qu'on te colle l'étiquette de parent chiant, qui en fait trop, etc., ça aussi, ça va peut-être te freiner. Donc tout ça, c'est à travailler. Si ton propre système nerveux est en alerte, tu risques aussi de surréagir. Et donc, tu vas vivre les situations de ton enfant de façon amplifiée, encore plus que lui. Tu vas presque lui voler en fait son expérience. Et parfois, l'enfant a besoin d'expérimenter, de se tromper, de résoudre certaines choses par lui-même. Alors là, je parle pas de harcèlement, je parle vraiment des conflits et de fois où il va être embêté, sans pour autant que ce soit vraiment du harcèlement. Et le fait de résoudre ça par lui-même et le fait de gérer la situation par lui-même va lui permettre d'augmenter la confiance en lui. Donc c'est toujours trouver l'équilibre entre là où on peut le laisser gérer, là où on doit intervenir, et ne pas lui voler en fait ces moments précieux de confiance en soi. Enfin, si ça ne bouge pas, tu peux évidemment saisir les référents harcèlement du rectorat, appeler les numéros nationaux, voire même envisager un changement d'établissement scolaire si vraiment ton enfant est en danger. Ou tout du moins faire une pause, le temps que la situation se calme et de vraiment poser les choses et trouver des solutions. Ta boîte à outils parents anti-harcèlement, donc tu vas voir un protocole que tu peux suivre comme une checklist dans l'article. Donc c'est vraiment, première étape, ouvrir un espace de parole. Tu peux poser ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des moments à l'école où tu te sens mal dans ton corps, dans ton cœur? Quand tu penses à la récré, au bus, au self, etc., qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des enfants avec qui tu te sens en sécurité et d'autres non? Très important, que te dit ton corps quand tu es avec machine? C'est chaud, ça fait du bien, c'est froid, ça pique, c'est noir, c'est comprimé, c'est oppressant. Passe par le corps. Les enfants qui ont du mal à s'exprimer par les mots peuvent s'exprimer par le corps. Le corps sait, on a une intuition du corps et après on le justifie par le mental. Donc passe par les ressentis du corps. Si ton enfant te dit j'ai une boule dans la gorge, j'ai des maux de ventre, c'est sa façon d'exprimer ses émotions et ses ressentis. C'est à écouter. Étape 2. Distinguer le conflit du harcèlement. Avec ton enfant, tu peux visualiser ça. Le conflit, c'est quand chacun attaque, puis ça redescend et on répare. Et il y a une forme d'égalité entre les deux personnes. Le harcèlement, c'est vraiment toujours la même personne ciblée avec le même groupe ou le même agresseur, enfin le même harceleur, de façon répétée. Il y a de la peur, il y a de la honte. Et il y a une différence de pouvoir dans la relation. Étape 3, vous pouvez écrire les scènes. Tu peux prendre un carnet et noter les phrases exactes, les situations typiques, ou même que ton enfant puisse les dessiner. Est-ce que tu es dans la cour, dans les toilettes, etc. Et comment l'enfant ou l'ado réagit. Est-ce qu'il fuit, il crie, il pleure, etc. Tout ça, c'est un matériau que tu vas utiliser pour construire les ripostes à la façon Emmanuel Piquet. Étape 4, vous pouvez imaginer ensemble des réponses. Le tout, c'est de s'entraîner pour créer en fait des sortes de réflexes. Donc, soit des phrases pour assumer, soit des phrases pour faire un peu d'humour, de sarcasme, ou bah voilà, que la personne se rende compte que ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Et puis surtout, retourner à l'activité que j'étais en train de faire. Donc, l'idée, c'est absolument pas de faire une escalade, mais de casser le scénario, de déprogrammer le scénario. On n'est pas en train de monter en violence et d'être plus méchant que l'autre. Vous pouvez faire des jeux de rôle. C'est ce que j'ai personnellement fait avec ma fille, où tu joues le rôle de la personne qui harcèle. Ton enfant teste la power posture, le regard, les répliques, je retourne à mon activité. Et ça, vous pouvez même vous filmer. Ça va dans les situations les moins dramatiques, évidemment, jusqu'à en rire et dédramatiser la situation. On s'entraîne, c'est rigolo, on se filme, et puis on fait semblant presque d'avoir une cape, quoi. Donc ça, c'est hyper important, et vous pouvez jouer avec ça. Étape 5, muscler la posture. Tu peux travailler avec ton enfant sa respiration. La respiration, c'est la technique numéro 1 de régulation des émotions et du système nerveux. Mais aussi la posture, se redresser, détendre la mâchoire, regarder droit devant soi. Un petit mantra intérieur, une phrase qui fait
que ton enfant ou ton ado se dise « je suis en sécurité », ce qu'il ou elle me dit ne me définit pas. Et puis bien sûr, les affiches, les mantras visuels, les routines, tout ça va t'aider à ancrer les choses. Tu peux télécharger dans l'article l'affiche qui s'appelle « Que faire quand quelqu'un m'embête ». Il suffit d'aller tout en bas de l'article et de mettre ton email et dans la newsletter, tu recevras cette affiche. Étape 6, ne pas lâcher l'affaire. Tu es l'adulte, suivi avec l'école, suivi psy, pédopsie, coach, le référent harcèlement, s'appuyer sur le dispositif phare et toujours faire de la prévention. Donc là, je m'adresse aux écoles, collèges, lycées, etc. Pense à te faire accompagner. Si tu es parent, si tu es un adulte et que cette situation te crée des angoisses, t'empêche de se dormir, si tu sens que ça réactive quelque chose chez toi, si tu as été harcelé quand tu étais enfant et que tu n'as pas été accompagné, ça réveille peut-être des blessures en toi. Pour pouvoir accompagner ton enfant ou ton élève, c'est important que tu puisses te faire accompagner. Ce que ça change sur le long terme, que tu fasses tout ça avec ton enfant ou ton élève, c'est être un vrai modèle, pas seulement je subis, j'encaisse. C'est montrer à ton enfant qu'il a de la valeur. Que même si on te traite comme un déchet, toi, tu continues à avoir de la valeur. Je prends du temps pour toi, je te donne de l'attention, je te protège. Pour les enfants hypersensibles, intenses, neuroatypiques, c'est vraiment important parce que ça va être une opportunité d'apprendre à poser leurs limites, exprimer leurs besoins, peut-être même utiliser leurs forces, humour, créativité, intelligence, empathie, au profit d'un meilleur mieux-être à l'école, au collège, etc. Ça va être vraiment important pour eux qu'ils puissent en retirer quelque chose de cette situation et reprendre du pouvoir. Tu ne peux pas permettre un monde sans violence, sans malveillance à ton enfant, mais tu peux lui apprendre à repérer les signaux intérieurs de son corps, les signaux extérieurs, mettre des limites, s'entourer de personnes qui le voient et l'acceptent comme il est. Une fois qu'il se sent en confiance et en sécurité, et pas au cœur de la tempête évidemment, pas quand il se fait harceler, quand la période est violente, etc., mais à distance, vous pouvez l'utiliser comme un épisode de vie qui serait une opportunité de comprendre, au-delà de la souffrance, comment cet épisode de vie l'a fait grandir. C'est vraiment important parce que c'est reprendre son pouvoir sans nier la souffrance. On n'est pas en train de nier la souffrance et de tout ce qu'il a vécu de terrible. C'est un des plus grands cadeaux que tu puisses faire à ton enfant. Je t'embrasse.